Bonsoir, je vais essayer. On vient de parler des livres d'Edmond et puis on l'a vu parler de son Isabelle du désert, Isabelle Eberhardt. Et je me rappelle ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque de la parution du livre Isabelle du désert, les 2 tomes en un gros livre, c'est que ce roman-vie était suivi par 200 pages de notes qu'Edmond avait appelées « Mes secrets de fabrication ». Et cela m'a évoqué quelques lignes du portrait que trace d'Edmond son ami François Nourricier dans son livre « À défaut de génie ». Je vous lis ces quelques lignes. Parmi les qualités que j'aime chez Edmond, je placerai en tête le sérieux. Elle est passionnée de dossiers, documentation, enquête, recoupement. Elle n'hésite pas à entreprendre un voyage pour aller flairer les lieux, comprendre un décor. Elle est observatrice scrupuleuse. Il y a en elle du Maigret. Et je voudrais illustrer cette remarque de François Nourricier par le souvenir que voici. Un jour, il n'y a pas si longtemps, 3 ans peut-être, Edmond m'appelle et me dit « Tu sais que Lénine a habité à Paris. Pourrais-tu m'arranger une visite de son appartement ?» Alors, j'étais assez stupéfait, il faut bien l'avouer. Edmond et Lénine, Edmond chez Lénine. Mais enfin, il se trouve que l'affaire était assez facile à régler pour moi parce que l'appartement de la rue Marie-Rose à Paris est aujourd'hui occupé par la revue littéraire Europe et que j'en connais très bien le directeur qui n'est autre que le poète Jean-Baptiste Parra. J'ai donc appelé, rendez-vous fut pris. Aujourd'hui, Edmond m'invita à déjeuner chez Drouin et nous voilà partis en voiture vers le 14e arrondissement. Arrivé devant l'immeuble, Edmond repéra tout de suite que sur la façade, une plaque avait été apposée puis retirée. Il y avait encore la trace vide sur le mur. Et j'entends encore Edmond me confier « C'est un signe des temps ». Avant de s'engager dans l'escalier, n'y tenant plus et ne pouvant réfréner plus longtemps ma curiosité, je lui ai demandé « Mais Edmond, peux-tu me dire ce que nous faisons ici et ce qui t'intéresse tant dans cet appartement de Lénine ?» Elle resta dans le vague, me lâchant seulement « Bon, c'est un bouquin que j'ai projet d'écrire. » Nous voici à la porte, Jean-Baptiste nous accueille avec chaleur. Il n'y avait évidemment plus rien de la présence de Lénine de 1909 à 1912 dans ce petit appartement de 48 mètres carrés. Il n'y avait plus que des rayonnages avec des farcis de collections de la revue Europe, le bureau, l'ordinateur et les documents du directeur. Pourtant, tranquillement, avec patience et attention, Edmond visita les pièces, l'une après l'autre, inspecta leurs dispositions, et je la vois encore me dire dans la cuisine, me montrant une place sous l'évier, « C'est ici qu'il a dû dormir. » Et alors une demi-heure passa, et de retour dans la rue, Edmond me confia qu'elle avait pour projet d'écrire un roman, histoire, consacré au fils adoptif de Maxime Gorky, Zinovy Peshkov, et que ce dernier avait été l'invité de Lénine à Paris, et qu'elle voulait tout simplement se rendre compte sur place des lieux de ce séjour. Et je retrouve ici ce côté Maigret qu'évoquait tout à l'heure François Nourricier. J'ai compris que j'avais été le témoin aux côtés d'Edmond de l'un de ses secrets de fabrication dont elle avait parlé si bien à propos de son Isabelle Eberhardt.
Mais je dois vous dire que quand je pense encore à cette aventure de la rue Marie-Rose, sur les traces de Lénine, en compagnie d'Edmond, je ressens comme un frisson de clandestinité, comme si nous venions de faire une visite qui devait rester secrète et que je peux bien vous révéler ce soir en pensant à Edmond. Mais voilà que je me dois de dire à présent, avec plus de gravité et de sérieux, la chose suivante, parce que c'est un engagement que j'ai pris auprès d'Edmond. Il y a quelques mois, en effet, de sa voix douce, nous étions seuls et tous les deux, elle m'avoua, comme dans une confidence tranquille, ce qu'elle souhaitait après sa mort. Un hommage très simple, comme celui de ce soir. Et surtout, elle tenait à ce qu'on y parlât d'Elsa Triolet. Je me souviens très bien lui avoir répondu, mais Edmond, puisque tu évoques ce sujet, celle à qui on va rendre hommage, c'est à toi. Et bien sûr, on parlera de ton amitié pour Aragon et Elsa Triolet. Elle m'a pris le bras et m'a dit, mon amitié pour eux, bien sûr, mais il faut parler d'Elsa. Aragon, lui, il n'a pas besoin de nous. Mais Elsa, oui, j'y tiens. Généreuse Edmond. Je me suis longtemps interrogé, me demandant si je devais évoquer cette confidence impérieuse et tenir cette promesse que je lui avais faite. Et finalement, j'ai pensé que le mieux, pour évoquer Elsa, était de donner la parole à Edmond elle-même, car il y a en effet quelques années, c'était en 2005, elle a prononcé à Saint-Arnoux, en Yvelines, dans la maison des deux écrivains, une conférence qu'elle avait intitulée « Mon amie Elsa ». Le texte, Régis Debray y était, et il a ensuite publié ce texte dans la revue Médium, et j'en extrais ces quelques lignes, si vous me le permettez. Quelques lignes où elle évoque sa rencontre avec Aragon et Elsa Triolet. Et vous allez voir. Notre rencontre date de novembre 1956. Elle eut lieu au lendemain de l'entrée des troupes soviétiques en Hongrie et ici même au moulin de Saint-Arnoux en fin de journée et à l'initiative de Maurice Druon. Nous étions, lui et moi, ce jour-là, attablés dans une brasserie de Saint-Germain-des-Prés en train de lire la presse. Elle n'était pas tendre, la presse, comme vous pouvez l'imaginer. L'URSS était dénoncée en termes ravageurs et le Parti communiste français recevait au passage, directement ou indirectement, son lot d'injures. Les Aragon doivent se sentir bien seuls, loin de leurs amis. Ils sont à Saint-Arnoux, me dit Drouon. Pourquoi ne pas y aller, fut ma réponse. Je n'étais pas attendu. Les Aragon ne me connaissaient pas, mais nous avons pris la route, décidé de frapper à leur porte, leur faire la surprise, leur dire qu'ils n'étaient coupables de rien, leur rendre courage. Nous nous quittâmes à minuit passé, notre amitié était née. Il est singulier que ce soit en ces jours noirs, où l'image de l'URSS volait en éclats, où jamais les oppositions ne furent plus apparentes, où chaque conversation devenait un piège, que ce soit précisément en novembre 1956 que nous nous sommes liés, elle, écrivain engagé, et moi qui ne l'étais pas. Et quelques lignes plus loin, Edmond poursuit à propos de son amie Elsa. En prise directe avec la vie, sans système, ni tricherie, ni convention, je l'ai admirée. Je l'ai vénérée pour ce que cet élan avait su préserver de spontanéité, de jeunesse et d'espoir,
et pour ce goût violent qu'elle avait de la justice. J'entendrai toujours la voix d'Elsa me disant « Être étranger, ce n'est pas une affaire de passeport, c'est se sentir malvenu. Je garderai en mémoire ce qu'elle écrivit dans l'Humanité quand parut Oublier Palerme. Le mal du pays, ça me connaît. C'était comme une approbation. » Le mal du pays, comment oublier Palerme, en effet, quand on y est né, comme les personnages de son roman, exilé à New York et comptant pourtant bien y réussir brillamment. Comment oublier la Russie des siens et de sa sœur Lily, loin de la musique de la langue russe comme Elsa Triolet. Peut-être cet exil, cet étranger, la difficulté d'oublier pour devenir écrivain dans une autre langue que celle de ses pairs, peut-être est-ce cela qui rapprochèrent le plus Elsa Triolet et Edmond. L'une les avait si bien décrits et l'autre les avait si douloureusement vécus. Peut-être est-ce que ce qui explique cette confidence que me fit Edmond, parler d'Elsa. Parler d'Elsa, eh bien nous l'avons fait et j'ai tenu la promesse que tu m'avais demandé de te faire, ma chère Edmond. Alors bien sûr, je ne voudrais pas conclure ces quelques mots sans évoquer le rôle d'Edmond, qui fut ma présidente au sein de la Fondation Elsa Triolet. Elle la présida, on l'a dit tout à l'heure, Marie Dabadi, elle la présida dès sa création en 1985 et jusqu'à son dernier souffle, c'est-à-dire pendant plus de 30 ans. Et pour ce qui me concerne, élu directeur à la fin de l'année 2000, je l'ai, pendant 15 ans, prise en voiture au bas de chez elle, 2 ou 3 fois par an, pour, comme elle disait dans un sourire, aller au moulin. Allons au moulin. Mais elle aimait le lieu, elle s'intéressait à ce que nous y faisions, elle s'y impliqua et y participa personnellement. Certains d'entre vous ici s'en souviennent sûrement au cours des repas champêtres que nous avons organisés là-bas avec les amis de l'Humanité. Elle savait aussi interpeller et frapper aux portes des autorités quand c'était nécessaire, et ce le fut souvent. Je la vois encore faisant une visite guidée du moulin pour une équipe de télévision et égrenant les souvenirs des moments de joie qu'elle y avait connus. Évoquant ce temps-là, elle avait même repris le mot que lui avait suggéré le journaliste en évoquant la vivacité des discussions et des échanges qui avaient dû avoir lieu à ce moment-là. Et elle avait répondu « Oui, ça pétaradait », un mot qui lui était inhabituel. Alors, avant que je sois nommé directeur, elle m'avait reçu chez elle, rue des Saints-Pères. Bon, elle voulait me connaître, se faire une idée, qui c'est, etc. Et je me souviens qu'elle m'offrit du thé. Et en me servant, elle me montra la théière, qui m'avait paru très ordinaire. Elle m'a dit, c'est Elsa qui me l'a offerte. Déjà, Elsa. Et la dernière fois qu'elle vint au moulin, ce fut le 13 septembre 2014. Ce jour-là, elle y accueillit le président de la République, François Hollande. C'est elle qui l'avait invité et convaincu d'être le premier président de la République à venir à Saint-Arnoult-en-Yvelines, s'incliner devant la tombe des 2 écrivains et passer un moment avec l'équipe du Moulin. Le protocole élyséen avait prévu une visite de 3 quarts d'heure. Le président nous consacra 2h15, Edmond n'étant pas la moins déterminée ni la moins convaincante pour lui exposer nos initiatives et nos difficultés. Aujourd'hui, le Moulin va continuer sa route avec son tout nouveau et tout récent président, Éric Orsena.
Éric Orsena m'a demandé d'excuser son absence ce soir. Il est en voyage loin de Paris. Et m'a demandé de vous dire toute la profonde admiration qu'il éprouvait pour Edmond de Charleroux. Permettez-moi de joindre à ces mots les miens pour dire ce soir l'affection si forte que j'avais pour elle. Je dirais bien sûr que je suis triste qu'elle ne soit plus parmi nous, mais je dirais surtout que je suis heureux d'avoir eu la chance de la connaître et de l'avoir aimée. Merci.